Allez, Allez. bon, à plus tard, ouais. Donc, pour clôturer la matinée, parce que du coup, François Berthet pas ton compte sur la CIV cet après-midi. Je vais aller de chez vous. On va parler de la partie, et pour clôturer cette partie sur le spirituel, on va parler de la partie anesthésie-réanimation. Voilà, comme pour le cours sur la CIV, essayer de donner quelques clés assez pratico-pratiques sur la prise en charge de ces patients. Donc, pareil, regardez la même séquence. D'abord, bloc opératoire, à cause de la CEC, et puis après, en réanimation. Donc, au bloc opératoire, donc vraiment la CIV de ce matin, là, c'est des patients qui vont avoir. Il va falloir garder en tête qu'il va falloir prévenir le malaise en permanence. Et donc, pour ça, il ne faut pas aggraver le shunt, et que cette partie de la droite vers la gauche, et ne pas avoir de pas créer le malaise. Donc, il va falloir préserver le débit pulmonaire au maximum, éviter la diminution des résistances vasculaires systémiques que aggraver le shunt quand on va voir les venticules pulmonaires. Et donc, au niveau anesthésie, on va essayer de prémédiquer pour qu'ils arrivent le plus calme possible, pas éviter qu'ils soient en train de pleurer, hurler au moment de l'induction. Éviter, voilà, avoir le jeûne le plus court possible. Et donc, c'est pour ça que c'est des enfants souvent qu'on va mettre en première position au bloc opératoire le matin. Comme ça, on contrôle vraiment l'heure du jeûne, parce qu'il y a toujours une variabilité quand on sait le deuxième patient par rapport à la durée d'intervention du premier. Et limiter tout ce qui est agression. Donc, la douleur, le bruit. Donc, voilà, on va essayer de faire les choses le plus calmement possible pour les endormir dans des bonnes conditions sans qu'ils aient peur. Et donc, au moment de l'induction, donc ça va être des inductions au masque par des halogénés. Une fois qu'on a la perfusion, on pousse le morphinique. Oxygénation, cette fois-ci avec une FiO2 à 100% et avoir un remplissage prêt si jamais l'enfant se met à désaturer et commence à faire un malaise. Donc, comment diagnostiquer un malaise sous anesthésie générale? Donc, le docteur Gottschalk, vous avez parlé un petit peu du malaise, on va dire, avant l'intervention. Mais une fois qu'ils sont sous anesthésie générale, il n'y a plus la phase tonique, hypotonique. Donc, le critère, on va dire, principal, qui est associé un petit peu, qui est présent également chez les enfants conscients, on va dire, ça va être la tachycardie. Ça va être des enfants qui vont être tachycardes, qui vont désaturer, donc avec une baisse de la saturation de la SPO2, une baisse des NIRS, une baisse de la pression artérielle, et si on ausculte, il va y avoir une disparition du souffle. Et donc, quel va être le traitement de ce malaise? Donc, le but, ça va être d'essayer de remettre du débit dans les artères pulmonaires. Donc, on va jouer sur les résistances vasculaires pulmonaires, donc c'est de diminuer au maximum les résistances vasculaires pulmonaires, donc en les mettant un peu hypocapnique, en hyperventilant, avec une FiO2 à 100%. Un traitement médicamenteux, donc avec un remplissage, donc déjà en appuyant sur le foie ou en levant les jambes, des fois ça peut aider à faire un remplissage un petit peu passif. Dès qu'on a une perfusion, on peut le remplir par voie intraveineuse 10 à 20 ml/kg, de manière plus anecdotique, parce qu'en pratique on s'en sert pas, et c'est toujours un petit peu embêtant de faire des bêta-bloquants 3 heures avant de se servir d'adrénaline. On peut se servir de propanolol, enfin de bêta-bloquants. Mais encore une fois, cette partie-là, ne la gardez pas en tête de manière systématique à faire des bêta-bloquants dès qu'un enfant fait un malaise au bloc opératoire. C'est des enfants qui vont être sous adrénaline 3 heures après, on leur a mis des bêta-bloquants, ça va probablement mieux marcher. Et ce qui marche plutôt bien et qui peut permettre de passer un cap, c'est l'augmentation des résistances vasculaires systémiques en utilisant notamment des médicaments vasopresseurs, comme le Nozeprim ou la noradrénaline. Ça va permettre d'augmenter les résistances vasculaires systémiques et donc de réorienter le shunt un petit peu et de diminuer le shunt droit-gauche. Et quels vont être les effets? Il va y avoir une baisse de la fréquence cardiaque, une augmentation de la SAT et une réapparition du souffle à l'auscultation. Donc voilà, il faut bien garder en tête. Toujours un petit peu pareil de toute façon, c'est jouer sur les résistances vasculaires pulmonaires et systémiques en fonction de la cardiopathie, savoir ce qu'il faut augmenter ou baisser. Donc en péropératoire, quels sont les moments un petit peu clés? Avant le départ en CEC, ce qui est important à savoir, c'est du fait de la malformation congénitale et de l'hypodébit pulmonaire, la mesure du CO2 sur le respirateur n'est pas très fiable. On va avoir une CO2 trop basse. Et donc, il va falloir monitorer la PCO2 par des gaz du sang. Donc, on a un cathé artériel de manière systématique, donc on va monitorer les gaz du sang pour monitorer la CO2. Et quelles vont être les situations à risque de malaise? Ça va être d'abord la sternotomie, et ensuite tout ce qui est manipulation et compression de l'oreillette droite, lorsqu'on commence à faire les bourses, etc. Quand ils vont commencer à travailler un petit peu sur l'infundibulum, avant le départ en CEC, là, ça peut vraiment créer, en fait, ça peut entraîner un petit peu des sténoses un petit peu de l'infundibulum, une réactivité infundibulaire et donc des malaises. Et donc, contrôle gazothémétrique pour l'évaluation de la PCO2 et donc un remplissage disponible rapidement. Donc, la plupart du temps, c'est un objet de phallo, ça va être des enfants donc, de l'âge de 6 mois, donc c'est des CEC que l'on va faire au sang. Donc,
habituellement, le perfusionniste est déjà là, il y a déjà du sang, du plasma qui est en salle, et donc on a toujours une seringue de remplissage prête. Donc habituellement, on fait, on va dire, moitié-moitié. Et pour pouvoir le remplir, et souvent, rien qu'avec le remplissage, ça permet de passer ce cap-là jusqu'à ce qu'on puisse partir en CEC. Ensuite, concernant la protection buccale, donc ça va être des enfants qui vont être quand même cyanogènes. Alors, il y a deux catégories un peu de phallos. On va avoir les phallos qu'on va opérer dès l'âge de 6 mois, et puis des phallos un peu plus vieillis, qui reviendra un peu plus tard. Donc, ça va être des phallos souvent qu'on va avoir dans le cadre avec des associations, mécénat chirurgical, etc. Donc, des enfants qui vont des fois avoir 3, 4, 5 ans, et qui sont extrêmement cyanogènes, avec des taux d'hémoglobine très élevés. Et donc, ils vont habituer à ce taux d'oxygène-là, et le fait de les mettre et donc, il faut éviter l'hyperoxie, excusez-moi, car l'hyperoxie augmente la production de radicaux libres chez les cyanosés en faisant des lésions de réoxygénation en début de CEC au déclenchage. Donc, il faut avoir un contrôle quand même rigoureux de la PaO2 au moment du départ en CEC, éviter de les mettre à 42 PO2 au moment du départ en CEC, et également au moment du déclenchage de l'hyperoxie. Et c'est là aussi. Donc, on est parti en CEC, on n'a pas fait de malaise, on est content. Comment on va gérer un petit peu le sevrage de la CEC? Donc, en termes de monitorat, on conseille avec le temps de mettre une POG, que voilà, c'est un excellent moniteur on va utiliser avant, de la précharge et du remplissage. On a la chance d'avoir des chirurgiens qui sont habitués à mettre ces cathéters intracardiaques. Et donc, souvent, la POG, en plus, c'est des pressions, il y a quand même des pressions qui sont basses, donc il y a peu de complications au retrait de l'OG en réanimation. Ensuite, on va mesurer les pressions d'un ventricule droit, voir si c'est acceptable. Habituellement, on se dit que pas à 50-60% des systémiques, on est quand même dans les pressions sont acceptables. Et enfin, une ETO systématique pour mesurer la fonction biventriculaire, pour évaluer la voie droite, pour rechercher éventuellement un chef résiduel. Concernant le traitement inotrope, cette diapo est plutôt importante puisque c'est vrai que selon la réparation qui va être faite et selon si on peut conserver la valve pulmonaire ou non, ça va vraiment conditionner le post-opératoire. Donc si la question est seulement appendiculière, que finalement la valve est jolie, le chirurgien va garder la valve et à ce moment-là, le fait qu'il y ait une valve, bah, ça va grandement soulager le VD et la plupart du temps, ces patients passent plutôt bien la phase de réanimation. On va quand même avoir besoin d'un support inotrope, on va se servir de milrinol à 0,5 gamma mais ça va être des patients qui se passent. Là, il faut commencer à être un petit peu vigilant, c'est lorsque il n'y a pas de conservation de la valve. Donc avec l'ouverture de l'anneau, un patch transannulaire. Et donc là, donc, il y a une IP libre, et donc un risque de réduction. Une IP massive, aggravée si les AP en plus sont de toute petite taille, et donc avec une augmentation vraiment de la posture du ventricule droit. Et donc là, on va devoir vraiment aider le ventricule droit avec un traitement inotrope un peu plus conséquent. Donc, encore une fois, dans les habitudes du service, nous, qu'est-ce qu'on associe l'adrénaline et le chorotrope. Pour passer un cap en réanimation, également, on peut se servir de vasodilatateurs pulmonaires, on peut se servir de NO, alors pas parce que les enfants ne pas pour une raison d'HTAP, mais pour essayer vraiment de baisser les résistances vasculaires pulmonaires pour aider un petit peu et diminuer la posture du ventricule droit. Donc voilà, si vous voyez que au bloc opératoire, c'est un patch transannulaire, que le VD est un petit peu petit, etc. Essayez d'anticiper, mettre le NO dans le box de réanimation. Ce ne sera pas sûr qu'il soit utilisé, mais au moins tout est prêt pour que, voilà, s'il y a vraiment une différence VD post-opératoire, une source cardiaque droite, on puisse le mettre, ça peut aider à passer un cap. Et enfin, l'hémostase. Donc, il peut y avoir du saignement, ça reste de la chirurgie néonatale. Limiter les modifications per CEC, ça va être extrêmement important également sur les phallos vieillis qui des fois arrivent avec 20, 25 grammes, 27 grammes d'hémoglobine. Donc, c'est des enfants qui gardent en fait leur pression grâce à la viscosité sanguine. Et donc, il faut les sortir de CEC avec un taux d'hémoglobine qui est extrêmement élevé et proche de ce qu'il avait avant. Donc, même si un enfant qui est à 20 grammes, vous sortez à 12 grammes, il va être extrêmement vasoplégique. En fait, il ne va pas faire la pression. Donc, il faut les sortir à 16, 17 grammes. Et enfin, pareil, c'est commun à toute la chirurgie, on va dire, néonatale et du nourrisson, une hémostase biologique, on va dire, avec toute la pharmacopée est disponible, laquelle fibrinogène, calogène, protéine. Donc, on est sorti du bloc opératoire. Et donc, quelles vont être les complications post-opératoires? Les complications post-opératoires vont être essentiellement liées à la tolérance du ventricule droit. Et donc, la plupart du temps, on va quand même avoir une dysfonction VD, vous voyez, qui est vraiment multifactorielle. Elle va être liée à la ventriculotomie pour la chirurgie, éventuellement une CIV résiduelle, défaut de protection
Des fois, il y a des VD qui vont être très musclés, et donc, malgré une paire de protection, on va dire, normale, il peut y avoir des défauts de protection. La régularisation de la valve pulmonaire, ça, on ne la conserve pas. Une persistance d'obstacle mandibulaire, les résistances vasculaires pulmonaires élevées, au cas de chirurgie, tout, mais à ce moment-là, là, j'en parle à 2 mois, on va plutôt privilégier une chirurgie palliative pour alimenter les artères pulmonaires pour pouvoir arriver à la complète un peu plus grande. Les patchs annulaires trop grands, les résections appendiculaires trop importantes, les lésions coronaires, taille des apélimies. Bon, vous voyez, il y a de multiples facteurs qui peuvent entraîner une dysfonction VD. Et donc, pour ça, il va falloir les sortir systématiquement sous support inotrope pour passer quand même ce cap-là. Et donc, ça va être de la milrinone. Et la plupart du temps, quand même, on a besoin d'associer de la milrinone. En fait, la deuxième chose, c'est les VD qui sont un peu restrictifs, très musclés, un peu petits. Et donc, quelle est la cause? L'hypertrophie du VD est liée à une fibrose endomyocardique. Et donc, il peut être aggravé par une maladie éventuelle mauvaise protection. Et donc, quelle va être la prise en charge? Donc, la prise en charge, donc la plupart du temps, c'est que le problème, c'est que si le VD est vraiment dysfonctionnant, il y a un risque de badémie cardiaque. Donc, le traitement, on l'a bien vu avant, ça va être inotrope, du remplissage et éventuellement du NO pour essayer de baisser au maximum la résistance vasculaire pulmonaire. Ensuite, du fait du tableau d'insuffisance cardiaque droite, il peut y avoir en fait de l'épanchement pleural, de l'ascite, et donc on ne va pas être pressé chez ces enfants-là. Donc c'est un peu la plupart des gens, la plupart du temps, ces complications-là, on a tous ces enfants qui ont des patchs transannulaires. Et donc on ne va pas être pressé pour enlever les draps, on va essayer de les draps pleuraux en place, le temps que bah, voilà, le VD s'adapte un petit peu à ce nouveau régime de pression. Et s'il y a de l'acide, et si on voit qu'il est un peu lugurique, des fois, on va pas hésiter à mettre un cathé d'hélice péritonéale, et moi, pour évacuer l'acide. Des fois, le fait d'évacuer un petit peu et de diminuer la pression intra-péritonéale, ça permet de reprendre du reste. Et ensuite, de manière un peu plus anecdotique, la QVDAP va être augmentée pendant la phase inspiratoire, donc on peut essayer de diminuer sur l'aspirateur le temps inspiratoire. Et la plupart du temps, quand même, c'est des VD qui finissent par s'adapter, mais ça prend du temps. Donc en 10-15 jours, on va avoir une adaptation de. Petit diapo là sur un travail qui avait été fait dans le service. Donc pour les enfants, chez lequel on ne conserve pas la valve, on avait comparé le patch transannulaire versus le monoclone. Donc le chirurgien va essayer de créer une valve, on va dire un petit peu artificielle. Et on se rend compte que quand on a la monoclone, la durée de séjour en réanimation est quand même plus courte, la durée d'hospitalisation également, quand même c'est pas significatif, on a tendance il recours à la dialyse. On a l'impression quand même que les enfants qui ont une monoclone, on a moins recours à la dialyse péritonéale chez les enfants. Donc, si il n'y a pas de chance annulaire, le fait d'arriver à essayer de créer une valve, même créer une valve, aide quand même à la gestion de ventriculant post-opératoire. Donc, voilà. En gros, pour la réanimation de ces enfants-là, c'est vraiment la tolérance du ventricule droit liée à l'intervention et les tableaux d'insuffisance cardiaque droite peuvent être liés en fait à cette défaillance droite. Et donc, voilà, si le but, ça va être d'anticiper au maximum. C'est-à-dire que si vous voyez que le VD est déjà petit, etc., le chirurgien de l'opératoire peut d'emblée mettre un cathète dialyse péritonéale pour aider. Et au bout de 10-15 jours, habituellement, on arrive à régler les problèmes. Donc, quelles vont être les particularités du falot vieilli? Quelques diapos sur le falot vieilli. Oui. Alors, c'est le seul petit que j'ai pas. Donc, je ne pourrais pas, et je me rappelle plus. Mais en tout cas, il y a une tendance, on se rend compte que il y a quand même, on passe de 5 jours à 8 jours entre la monocusp et le patch transannulaire. Donc, je ne sais pas si le petit P était, je ne sais plus si le petit P était à 0,05. Mais bon, il y a quand même une tendance qui montre que dès qu'on arrive à garder la valve ou à créer une valve, c'est quand même mieux. Quel que soit l'âge, ouais, tout à fait. Mais souvent, c'est les phallos, que ce soit les phallos qu'on va l'opérer vers l'âge de 6 mois, mais même les phallos un peu plus grands, un peu plus vieillis, dès qu'on arrive à créer une valve ou à conserver une valve, c'est quand même mieux. Donc, quelles vont être les particularités du falot vieilli? Le falot vieilli, donc il va y avoir cyanogène, et en fait, ils vont, leur viscosité du sang va augmenter, ça va entraîner du chest va entraîner une production de prostaglandine de NO endothéliale, et qui va entraîner une vasodilatation et donc une création de collatéralité assez importante. Et donc, chez ces enfants-là, la pression est préservée grâce à la viscosité. Donc, il faut garder en tête qu'il faut éviter au maximum l'hémodilution et garder un taux d'hémoglobine proche
de ce qu'ils ont en préopératoire, même s'ils ont des taux d'hémoglobine extrêmement élevés. Ensuite, la cénose va avoir des effets multisystémiques. Donc, puisque l'érythropoïèse et l'hématocrite est augmentée, il va y avoir une diminution, un déficit en facteur de coagulation. Donc, ça va être des fois des enfants qui vont avoir une hémostase qui va être un peu plus compliquée, vont avoir besoin de plusieurs bonnes hémostats pour pouvoir arriver à une coagulation efficace en post-opératoire. Ensuite, de la cyanose au niveau rénal, on peut retrouver des globulures hypercellulaires dilatés avec un épuisement de la membrane basale. Et donc, ces enfants qui sont vraiment à risque d'insuffisance rénale post-opératoire. Donc, ne pas hésiter à mettre un effet de dialyse, de traiter de la dialyse péritonéale en phase aiguë pour pouvoir un petit peu passer ce cap-là. Et enfin, il peut y avoir des, de manière plus anecdotique, des effets au niveau neurologique, donc AVC, abcès cérébraux. Donc, quand même, des patients qui sont quand même un peu plus compliqués à gérer. En pratique, au bloc opératoire, au niveau de l'induction, il va falloir se garder en tête de prévenir le malaise et donc de préserver en fait un flux dans les artères pulmonaires. Donc en jouant sur l'essence vasculaire, en essayant de baisser au maximum l'essence vasculaire pulmonaire et en pouvant éventuellement, au fond du malaise, augmenter l'essence vasculaire systémique. Et donc, pour pouvoir passer un petit peu ce cap du malaise, avoir un remplissage en salle dès l'induction au bloc opératoire. En péropératoire, éviter les péroxydes pour éviter les oxygénations. Excusez-moi, un support inotrope systématique, on va dire adré, coro. Et en fait, il vaut mieux commencer avec un support inotrope, on va dire un peu conséquent, et réduire dans un second temps pour essayer de passer la cave des premières 24 heures plutôt que de se dire bon, bah là j'en mets pas, je mets que du corotrope et se rendre compte que 6-8 heures, bah, l'enfant est quand même moins bien, introduire l'adrénaline, le temps que ça arrive, etc. Il vaut mieux être assez agressif sur la prise en charge initialement et rétropédaler dans un second temps plutôt que de tenter de passer avec pas suffisamment d'inotrope. Et enfin, en réanimation, tester les complications qui sont essentiellement liées au ventricule droit, donc la dysfonction droite, le VD rétréci. Et... Oui, un petit début avant.